Depuis des siècles, des milliers de personnes affirment être témoins de phénomènes paranormaux durant la nuit. Présence surnaturelle juste au-dessus du lit, bruit mystérieux inexpliqué sous le matelas, possession par des démons, insomnie sans raison, paralysie du sommeil, kidnapping extraterrestre, la liste est longue. Mais toutes ces victimes avaient un point commun, elles n'avaient pas de matelas Emma. Emma, c'est un site de literie spécialisé dans le confort haut de gamme, mais à un prix raisonnable et accessible pour du haut de gamme. Vous y trouverez les meilleurs matelas du marché, comme le matelas hybride que j'ai reçu et qui, avec ses 5 couches de confort, a été primé 7 fois en Europe et qui a conquis 1 million de dormeurs. Je fais d'ailleurs partie de ces gens qui dorment très peu et qui est sujet à l'insomnie, et pour être sincère, depuis que j'ai ce matelas chez moi, je me réconcilie avec le sommeil. Avec Emma, les matelas sont garantis 10 ans, vous avez même 100 nuits d'essai et pour toute livraison ou retour, c'est gratuit. Et si vous n'êtes pas encore prêt à passer le pas pour un matelas, c'est pas grave. Sur le site d'Emma, vous pouvez y retrouver des oreillers, des couettes, des surmatelas et des sommiers. Tout pour avoir enfin le confort de sommeil que vous méritez. Et en ce moment, c'est le Black Friday, moins 50% sur tout le site et grâce à mon code promo DIDI10, vous pouvez profiter de 10% de réduction en plus. Il est valable pendant 15 jours, alors profitez-en. Tous ceux qui ont essayé vous le certifieront, avec Emma, c'est fini de se réveiller la nuit à cause d'un mal de dos ou parce que des plutoniens essayent de vous kidnapper. 2023 s'achève bientôt et on peut dire que ça aura été une belle année pour Kaamelott. On a eu plein de news sur l'avenir de la saga, le tome 10 de la BD, des produits surprenants, un teasing pour un potentiel jeu de rôle inspiré de la série et une tournée de ciné-concerts dans tout le pays. L'univers Kaamelott est né il y a plus de 20 ans déjà avec Dies Irae et on peut dire que la hype est toujours bien présente. Dans quelques mois commencera le tournage du deuxième film qui sera divisé en 2 parties. Je me suis dit qu'il était grand temps de faire le point sur les mystères non résolus de Kaamelott, comme je l'avais fait en début d'année avec Zelda. Alors, écoutez, je suis super content de reparler de Kaamelott sur cette chaîne, alors c'est parti. Perceval a été retrouvé dans un crop circle, il est attiré par l'espace, il semble avoir une destinée extraordinaire, je vous fais pas l'affront de vous présenter le sujet, on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Mais n'empêche que ça reste un mystère irrésolu, si ce n'est LE mystère irrésolu pour certains. En écoutant les interviews d'Alexandre Astier, grand fan de science-fiction et pas vraiment fan des religions, beaucoup s'attendent à une révélation cosmique sur Perceval, une révélation à base d'aliens, de vaisseaux spatiaux et de planètes extraterrestres. Mais ce serait oublier que la série s'amuse à mêler le folklore celtique, romain et chrétien. Perceval peut très bien être un envoyé des dieux, voire carrément un nouveau messie, si ce n'est une sorte d'ange gardien, alors mollo avec les aliens. À l'époque de mon 5 théories sur la série, le film n'était pas encore sorti, on se demandait tous si Kaamelott premier volet allait nous offrir quelques indices rouges et un peu en longueur. Maintenant on sait que le film ne nous révèle absolument rien sur les origines de Perceval, on en est encore au même point. Enfin presque. Dans mon 5 théories, j'émets l'hypothèse que Perceval voit quelqu'un d'autre à ses côtés, quelqu'un d'autre que les gens ne voient pas. Ceci expliquerait par exemple pourquoi il sort la réplique suivante à la taverne alors qu'il est le meilleur de la team normalement pour les mathématiques. Bon, le truc c'est que normalement ça joue à 3. Enfin c'est bon, on va se démerder. Si à l'époque je pensais qu'il voyait la Dame des Bois qui d'Alpha du Centaure aurait pu l'envoyer sur Terre, vous avez été nombreux dans les commentaires à me faire part d'une autre théorie qui est juste folle. Et si la personne que voyait Perceval, c'était Jésus? Et si Jésus c'était justement ce petit vieux barbu qu'il croise à chacune de ses quêtes? Et si Jésus, c'était justement le petit vieux qui a rencontré Arthur en rêve lors du livre 6 et qui lui indiquait ce qu'était le Graal? C'est d'ailleurs ce petit vieux qui a donné à Perceval les clous de la Sainte Croix. Ça fait sens, non? Jésus apparaîtrait à Perceval car il serait lui aussi un envoyé du Dieu unique et car dans la tradition arthurienne, Perceval, c'est lui qui trouve le Graal. Et puisqu'on parle du Graal... Kaamelott, c'est 6 saisons, un film et 10 BD, et durant tout le récit, la quête du Graal n'a jamais été réellement mise au premier plan. Mais les choses vont changer si on en croit la fin du premier film. La quête du Graal. On commence quand? Il y a donc de fortes chances que le Graal soit au cœur de l'intrigue du deuxième volet, un deuxième volet qui risque de répondre à la question suivante, c'est quoi le Graal? Si dans la tradition arthurienne c'est généralement un récipient qui a recueilli le sang du Christ, beaucoup d'auteurs y voient plutôt le symbole de la descendance de Jésus. Saint Graal provenant de Sangréal, autrement dit, le sang royal. Le sang du Christ, c'est la lignée du Christ.
Kaamelott livre 5, qui est centré sur la recherche de la descendance d'Arthur, aurait donc pu être secrètement une sorte de quête du Graal. Une quête qui finira tristement par faire couler ce fameux sang royal et infécond dans un récipient. Durant les événements de la série, plusieurs pistes sont envisagées pour nous orienter vers la nature du Graal. Si on a l'hypothèse d'une coupe ou d'une baignoire, on a aussi celle de la pierre incandescente évoquée par Perceval dans l'un des premiers épisodes de la série. La démarche d'Astier est claire, les personnages ne sont pas vraiment sûrs de ce qu'est réellement le Graal, la porte est donc ouverte pour qu'il puisse être tout et n'importe quoi. Mais sur les forums, les fans sont quand même attachés à l'idée qu'il puisse être quelque chose que l'on avait déjà sous les yeux. Quelle ironie! Nous aurions été chercher au bout du monde ce qui serait en fait sous notre nez. Au bout du monde? Eh ben vous manquez pas de souffle. Bah, on cherche, hein. Certains aimeraient que le Graal ce soit la jatte offerte par le roi Lot, d'autres qu'il soit la bague de mariage perdue d'Arthur, voire le chaudron de Caradoc. Bref, les théories, c'est pas ce qui manque pour ce sujet. Et bien sûr, il n'est pas à exclure que le Graal pourrait être l'enfant caché du roi. Arthur est-il réellement infécond? Bah, on sait pas. S'il est vrai qu'aucune maîtresse d'Arthur n'a été vue enceinte par les spectateurs, cette information de Prisca venait en réalité de Méléagant. Méléagant, c'est un envoyé des dieux, la réponse des dieux face aux événements du livre 4, mais pas des dieux d'Arthur, non, des dieux qui récompensent la foi et la détermination. Alors, deux solutions, soit l'infécondité du roi est bien une information divine et elle est impossible à contester, soit cette information est un mensonge orchestré par les adversaires des dieux qui ont choisi Arthur. Ce mensonge aurait pu être une stratégie visant à déstabiliser le roi, le menant petit à petit à sombrer, lui et son royaume. À l'heure actuelle, on ne sait pas, mais beaucoup sont attachés à l'idée qu'on verra Mordred lors de la trilogie. Mordred, c'est le fils d'Arthur dans la mythologie arthurienne, un fils qui le tuera lors de la célèbre bataille de Salesbière, fils que beaucoup attendent dans Kaamelott, et ce depuis des années. Mordred, ça a toujours été un délire sur les forums, les gens l'attendent depuis tellement d'années, je sais pas pourquoi il y a vraiment une hype au sujet de ce personnage. Mais pour que Mordred soit déjà en âge de pouvoir porter le coup fatal à son père dans la trilogie, exception faite de toute nouvelle ellipse, il faudrait donc que Mordred soit déjà adulte. Et donc les théories explosent là aussi. Et si Mordred était le fils caché d'Arthur qu'il aurait conçu avec Hakonia, voire l'enfant de Madden qui serait toujours en vie. Mieux encore, et si Mordred était déjà un personnage que l'on connaissait, qui révélera son identité dans le deuxième volet. Mystère, mystère, et peut-être qu'on ne verra jamais Mordred. Peut-être qu'Astier a décidé de faire d'Arthur un personnage infécond pour justement fermer cette porte. On ne sait pas s'il y aura Mordred, on ne sait pas si Arthur est vraiment infécond et on ne sait pas pourquoi Méléagant a donné cette information. Mais d'ailleurs, Méléagant, qu'est-ce qu'on sait vraiment de lui au final? Bah, pas grand-chose. On sait qu'il est l'envoyé des dieux qui récompense la foi et la détermination et qu'il prend plaisir au sabordage des gens. Il a aidé Lancelot à imposer sa dictature dans le royaume de l'ogre et est même derrière la mort de César, en chair et en personne. Dans la légende arthurienne, Méléagant peut se rapprocher du dieu celtique Melwas, le roi du pays de l'été. Mais est-ce un dieu celte dans Kaamelott? Difficile à dire. Ah, je dirais que ma vie ne représente pas la période la plus captivante de mon existence. Cette phrase est pour moi la plus importante à son sujet. Elle sous-entend que sa vie n'est qu'un fragment de son histoire. Mais est-ce que ça veut dire qu'il était autrefois humain et qu'aujourd'hui il est plus que ça? Ou au contraire, qu'il est d'abord un dieu et qu'il considère sa vie comme étant les moments où il revient sur Terre pour saborder les gens? D'accord. C'est chaud quand même. Quoi qu'il en soit, Méléagant est une entité connue dans le royaume, puisque son statut de réponse ainsi que sa venue sur Terre ont été annoncés dans le livre des prophéties. Vient Dieu des morts solitaire des frayeurs, du ciel à l'insulte, la réponse. Quel est l'objectif de Méléagant et que veut-il réellement? Tout comme le Graal, il est possible qu'on en sache un peu plus dans le prochain film, car à l'image de la fin du livre 4, Méléagant fait son grand retour à la fin de KV1. J'ouvre un œil, je rampe, mangeant la neige, léchant l'eau croupie, et mes ennemis tressaillent, car à me voir boire, ils comprennent que je suis de retour. Que compte-t-il faire dans le deuxième volet? Va-t-il empêcher nos personnages de trouver le Graal? Va-t-il retrouver Lancelot? À l'instar de Palpatine, il est probable que Méléagant se révèle être l'antagoniste final de cette trilogie. Le fantôme de Pendragon.
Si ça ne vous dit rien, il a pourtant été évoqué dans 3 épisodes. Dans l'épisode Hunted du livre 1, dans lequel Bort est persuadé de l'avoir vu errer dans les couloirs. Votre père se trouvait là, sur votre trône. Dans l'épisode La Veillée du livre 3, où Hygerne confie qu'elle rencontre son ancien amant au château. Mon ancien amant vient me visiter. Votre ancien amant? Pendragon. Et dans l'épisode Le Rêve d'Hygerne du livre 4, où Pendragon vient lui communiquer en songe au sujet de son rêve. Ah d'accord. Ça vous fait rire? Non, c'est Pendragon qui vient de me parler en songe. Mais le fantôme du Terre est-il réel? Puisqu'on voit Hygerne clairement possédé dans La Veillée, perso j'aurais envie de répondre que oui. Mais la présence de Pendragon à Camelot, c'est pas un sujet qui avait tant d'importance que ça avant. Puis, il y a eu le film. Dans KV1, Guenièvre est persuadé qu'un fantôme erre dans les ruines du château de Bannes, château qui appartenait au père de Lancelot. Et à la fin du film, surprise, le fantôme du roi Bannes existe bien. Si le père de Lancelot est bien réel, alors peut-être que le père d'Arthur aussi, et peut-être que les 2 fantômes auront une importance dans les prochains films. Mais ce n'est pas tout. Dans le livre Camelot, texte intégral, Astier nous révèle le script de 3 épisodes qui n'ont jamais été tournés, et dans l'un d'entre eux, nommé le spectre d'Uther, Arthur y rencontre bien le fameux fantôme assis sur son trône. Je sais pas vous, mais moi, cette histoire de fantôme, ça me hype bien plus que les origines de Perceval, et même bien plus que le Graal. Il y a d'ailleurs une théorie comme quoi Méléagant serait justement le fantôme de Pendragon, ce qui expliquerait la fameuse citation de tout à l'heure et pourquoi il fait tout pour s'aborder Arthur. Mais pour le moment, on n'en sait pas plus alors, affaire à suivre. Dans KV1, Arthur retire enfin l'épée, et l'aura dorée qui l'avait toujours entouré jusque-là disparaît. Et durant le combat final contre Lancelot, elle se charge d'une énergie sombre, à l'image de la tempête qui fait rage au-dessus du château. Qu'est-ce que c'est que cette Dark Excalibur, et pourquoi est-ce qu'elle ne flamboie plus? Eh bien figurez-vous que Monsieur Astier a répondu en interview. Quand Arthur retire pour la première fois l'épée, et qu'elle fait le même type de lumière qu'elle faisait pendant la série, on a affaire à l'épée qui anoblit et qui désigne le roi. Simplement, les dieux lui enlèvent ça. Parce que ce qu'ils veulent de lui, et il va le comprendre plus tard, c'est qu'il devienne le brave vengeur des dieux. Les dieux lui confient une nouvelle mission, et il transforme son épée en quelque chose de très agressif. Parce que le grand pécheur de ce film, c'est Lancelot. Parce qu'il a morcelé le royaume de l'ogre au début du film, et qu'il a accepté par manque d'argent de payer ses mercenaires saxons, non pas avec du fric, mais par un bout du royaume de l'ogre qui s'appelle l'île de Thanet. Et ça, les dieux ne peuvent pas le supporter. Intéressant ça. Excalibur ne flamboie plus car elle a une nouvelle mission, se venger de Lancelot. Cependant, à la fin du film, Arthur épargne Lancelot. La question se pose, Arthur devra-t-il forcément tuer Lancelot pour satisfaire les dieux? D'ailleurs les dieux, ils attendent quoi, eux? Qu'est-ce qu'ils foutent les dieux, hein? Ils ont l'air de vouloir qu'Arthur trouve le Graal et rassemble le royaume de l'ogre et c'est tout. On n'en sait pas plus. Pourquoi Arthur? Pourquoi avoir choisi au départ Lancelot? C'est quoi leur lien avec les dames d'Alpha du Centaure? Ils en pensent quoi de Méléagant ou des fantômes? D'ailleurs, ces dieux qui veulent qu'Arthur retrouve le Graal, ce sont les dieux celtes, les dieux romains, le dieu unique? Un mélange de tout ça? Parce que le Graal, c'est plutôt un truc chrétien, sauf qu'Arthur, il Primarse, un dieu romain, et il porte le médaillon dogma, un dieu celtique. La religion, c'est le bordel, admettez-le. Va falloir quelques éclaircissements dans la suite, je pense. Bon, Akonia. C'était quand même l'un des grands sujets avant la sortie du film. Qu'est-elle devenue? Est-elle toujours en vie? Est-elle encore en Macédoine? Arthur compte-t-il la retrouver un jour? Maintenant qu'on a tous vu KV1 et qu'on a tous vu cette magnifique scène dans la tour, est-ce qu'on a vraiment envie qu'Arthur et Akonia se retrouvent? Eh bien, pas sûr. Néanmoins, Akonia fait partie des candidates de la potentielle mère de Mordred, et quand on voit l'impact qu'elle a eu sur Arthur, à tel point que plus de 15 ans plus tard, sur son lit de mort, il pense encore à elle, on est en droit de se demander si elle reviendra un jour. Au passage, la promesse qu'Arthur lui a faite, à savoir de ne pas consommer son mariage avec Guenièvre, est un mystère pour certains. Elle lui fait promettre d'une manière très solennelle, impersonnelle, et des gens aiment penser qu'elle aurait pu être manipulée ou forcée par Méléagant. Méléagant qui, je le rappelle, était bien à Rome à l'époque. Il y a un autre truc chelou, vous me direz ce que vous en pensez, mais quand Arthur apprend qu'il est sûrement le père du bébé de Madeleine, il lui offre une dague. Mettrai dans le berceau, regardez. Un petit souvenir de son papa, j'ai égorgé un chef Ostrogo avec. Cette dague, elle appartenait à Akonia.
Et je sais pas, je trouve ça bizarre, je trouve ça ambigu, non? Offrir à sa descendance potentielle la lame de la seule femme qu'il ait jamais aimée, qui n'est pas la mère du dit bébé, Hakonia et Maden qui sont les deux candidates en plus d'Anna au statut de mère de Mordred. Mordred qui, dans la légende, tue son père avec une lame, je sais pas, il y a vraiment un truc chelou, non? Ah non, je sais plus, j'ai perdu le fil. Bref, je sais pas si je m'invente un truc ou quoi, je fais peut-être une fixette pour pas grand chose. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez bien revoir Hakonia. Et voilà. À la fin du livre 6, Lancelot prend le pouvoir et tous nos personnages prennent la fuite. Poursuivis par les hommes de Lancelot, nos personnages s'éparpillent aux quatre coins du royaume et quand on laisse le père Blaise pour la dernière fois, il est en fuite aux côtés de Merlin. 10 ans plus tard, dans le film, alors qu'on s'attendait tous à le voir aux côtés de la Résistance, il est en fait aux côtés des renégats. Pourquoi Père Blaise est-il aux côtés de Lancelot? Qu'est-ce qui s'est passé entre ce plan-là et ce plan-là? Et quand est-ce que ça s'est passé surtout? Mystère, le film ne le dévoile pas. Sur les forums, des gens suggèrent qu'il aurait pu être un espion de la Résistance, voire qu'il aurait choisi Lancelot car il était, pour lui, la meilleure chance de retrouver Arthur. Tout ça, c'est à prendre avec des circonflexes, la seule chose qu'on sait pour sûr, c'est cette réponse donnée par Astier. Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi le père Blaise est avec eux. Pour moi, c'est très clair. Il est avec ses archives. Je ne vois pas pourquoi il lâcherait ses archives. Toute sa vie est dans les sous-sols de Kaamelott. Alors peut-être que le père Blaise a donc tout simplement fait demi-tour après s'être enfui, privilégiant le Graal et la foi chrétienne au détriment du roi légitime des dieux de l'ogre. Après tout, pourquoi pas, mais il y a un détail qui m'intrigue. Le père Blaise ne porte plus sa croix chrétienne, et à la place, son costume arbore un mystérieux symbole composé de 2 triangles. Il s'est définitivement passé quelque chose entre la série et le film pour ce personnage, reste donc à savoir quoi. Mais y a pas que le costume de Père Blaise de bizarre. Ça a fait couler beaucoup d'encre. L'armure de Lancelot, soit on l'adore, soit on la déteste. Et je sais pas si c'est mon côté Senseiya, mais moi je l'adore. Cette tenue reptilienne, qui semble être fabriquée avec de la peau de dragon, avait déjà suscité pas mal de débats à l'époque de la révélation des affiches du film et du trailer. Et si on s'attendait tous à avoir son origin story dans KV1, rien, zéro, nada, pas un mot sur cette armure dragonienne. Pourtant, Lancelot la porte durant tout le film, ça engendrait pas mal de théories sur son origine et en même temps, il y a de quoi intriguer. Est-ce la peau d'un réel dragon, du serpent géant du lac de l'ombre? Est-ce une manière de porter la peau des pendragons pour Lancelot de se cacher derrière une carapace? Il y a plein de théories, et un truc encore plus intriguant, vous allez voir, c'est ce que la chef costumière Marilyn Fitoussi a révélé sur ce costume. Toutes les théories des fans sont un peu vraies. C'est un mélange de tout ce que j'ai pu lire. C'est un costume en transformation, en évolution. On y verra les prémices de quelque chose. Des parties, par exemple, pourront se rajouter, s'entremêler avec d'autres éléments. C'est le seul personnage dont le costume lié à la personne sera en complète mutation. Ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que la possibilité d'en apprendre plus sur ce costume dans la trilogie n'est pas emmurée jusqu'au trognon. On va le revoir, transformer, évoluer. Faut pas oublier que Kaamelott au cinéma, c'est une trilogie et que si on n'a pas de réponse dans le premier volet, on en aura peut-être dans les 2 autres. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de Senseiya, mais ce costume, il a pas un côté Dragon Ball un peu? Mais quel rapport? Je sais pas vous, mais moi, il me rappelle un peu Cell qui justement est un personnage qui mue, qui est en mutation, et dont l'apparence reptilienne et insectoïde change à chaque étape de sa transformation. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a un truc, non? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Kaamelott premier volet, c'est avant tout les retrouvailles entre tous nos personnages. Enfin, pas tous. Quelques-uns manquent à l'appel et ont suscité de nombreuses interrogations sur la toile. Tout d'abord, les maîtresses d'Arthur, aucun signe de Démétra, des jumelles du pêcheur, d'Aélis ou d'Azénor. Au passage, pour les 4 dernières, on ne les a pas vues depuis le livre 4 dans la temporalité du présent. En effet, rappelons qu'Arthur avait dû renvoyer ses maîtresses pour faire de la place dans le château et que depuis, aucun signe d'elle. Pour ce qui est de Démétra, aux dernières nouvelles, elle vit dans une petite cabane dotée d'une porte qui s'ouvre avec Yvain, lui aussi l'un des grands absents du film. Impossible de savoir si tous ces personnages sont encore en vie. Mystère. Mais une autre grande absente du film, c'est Hygerne, qui lors des événements du film est probablement atteinte à gel. Mais qu'en est-il de Caius, qui, comme les jumelles, n'a pas été vu dans le présent depuis le livre 4 ? Aux dernières infos, comme Yvain, il avait lui aussi sa petite cabane en campagne, mais personne n'en fera mention durant tout le film.
Mais un autre personnage culte de Kaamelott est lui aussi absent de KV1, et ce personnage n'est autre que le maître d'armes. Si on peut justifier l'absence d'Yvain, de Démétra, d'Igerne et de Caius assez facilement, là ça devient compliqué. Il était au château lorsqu'Arthur a tenté de sauter la vie. Il est vraiment bizarre qu'un personnage aussi important ait totalement disparu. Il a été chercher Arthur à Rome, il a participé à son mariage, il fait d'ailleurs partie des piliers de la naissance de Kaamelott. Pourquoi n'est-il donc pas dans la Résistance, lui, un maître d'armes? Peut-être est-il avec Grudu, lui aussi disparu en fait, quelque part en Bretagne. Est-ce qu'on reverra tous ces personnages? Et est-ce que si la réponse est négative, on saura pourquoi ils ont disparu? Eh bien réponse dans KV2. J'ai fini. Bon. Alors, moi j'ai un petit problème, c'est que j'ai pas pigé un broc de ce que vous bavez. Voilà, maintenant avec tous ces mystères en tête, il est temps de se refaire pour la énième fois l'intégrale, mais cette fois-ci sur un bon matelas Emma, histoire d'être allongé de manière confortable et peut-être déceler de nouveaux indices. Je vous rappelle qu'avec le code DIDI10, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur tout le site pour les 2 prochaines semaines, alors profitez-en. On se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, la bise! Et si Monsieur Astier est dans les parages, eh bien, bon courage pour le tournage de KV2.